La Lune est le deuxième objet le plus brillant dans notre ciel. Et pourtant, parmi les autres corps célestes, c'est l'un des moins éclatants et des moins réfléchissants. Notre satellite naturel n'a l'air brillant que parce qu'il est proche de la Terre. En guise de comparaison, notre planète a l'air bien plus éclatante quand tu la regardes depuis l'espace. C'est à cause des nuages, de la glace et de la neige qui reflètent bien plus de lumière que la plupart des types de roches. Triton, la lune de Neptune, a toute sa surface recouverte de plusieurs couches de glace. Si ce satellite remplaçait notre lune actuelle, le ciel nocturne serait 7 fois plus illuminé. Plus la lune est proche de l'horizon, plus elle a l'air grosse. Ce phénomène est appelé l'illusion lunaire. L'une des théories qui explique ceci affirme que l'atmosphère joue le rôle d'une lentille grossissante, ce qui fait paraître la Lune plus grosse. En réalité, si l'atmosphère avait quelque chose à dire, la Lune aurait l'air plus petite, sûrement pas plus grosse. La plupart des experts croient que l'illusion est créée par notre propre esprit. Il peut augmenter la taille de la Lune de plus du double. Quand le satellite de la Terre est assez haut dans le ciel, tu n'as pas de repère visuel pour t'indiquer sa distance. Mais quand elle est proche de l'horizon, tu peux voir des objets alentour en détail. Cela donne l'impression que la Lune est plus grosse, mais ce n'est qu'une des nombreuses théories expliquant le phénomène. D'ailleurs, tu peux t'amuser à vérifier cette illusion si tu te penches en arrière et que tu regardes la Lune à l'envers, à travers tes jambes. Il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été projeté dans l'orbite de la Terre et a commencé à voyager autour de la planète. Même s'il n'est pas plus gros qu'une voiture de taille standard, c'est quand même quelque chose. Parmi les plus d'1 million d'astéroïdes que les astronomes ont recensés, ce n'est que le deuxième à orbiter autour de notre planète. Appelé 2020 CD3, c'est notre mini-lune temporaire. Elle ne sera pas avec nous pour longtemps, ceci dit. L'astéroïde suit une orbite aléatoire et dérive lentement. Les objets capturés temporairement, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une trajectoire et une vitesse spécifiques pour être captés par la force gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils atterrissent et explosent contre une autre planète ou foncent dans une autre direction. Le phénomène lunaire transitoire est l'une des choses les plus énigmatiques à se produire sur la Lune. C'est un changement très furtif de lumière, de couleur ou d'un autre élément à la surface de notre satellite. Très couramment, ce sont des éclairs de lumière aléatoires. Les astronomes ont observé ce phénomène depuis les années 1950. Ils ont remarqué que les flashs arrivaient au hasard. Parfois, ils peuvent avoir lieu plusieurs fois par semaine. Ensuite, ils disparaissent pendant plusieurs mois. Certains d'entre eux ne durent pas plus de quelques minutes, mais d'autres ont duré des heures. En 1969, un jour avant l'alunissage d'Apollo 11, l'un des participants à la mission a remarqué qu'une partie du satellite naturel était plus illuminée que le paysage alentour. On aurait dit que cette zone avait une sorte de lumière fluorescente. Malheureusement, on ne sait pas dire si ce phénomène avait un lien avec les mystérieux flashs lunaires. Il se pourrait que les cratères lunaires contiennent plus de métaux comme le titane ou le fer que les astronomes ne le pensaient. Le problème majeur que cela engendre ? Cela contredit la théorie principale sur la formation de la Lune. Elle veut que le satellite naturel de la Terre soit en réalité issu de notre planète après qu'elle soit entrée en collision avec un objet spatial géant. Mais alors, pourquoi la croûte terrestre pauvre en métal a beaucoup moins d'oxyde de fer que la croûte lunaire ? Cela veut peut-être dire que la Lune s'est formée à partir d'un matériau qui trouve sa source bien plus profondément dans notre planète. Ou bien, ces métaux peuvent avoir fait leur apparition quand la surface lunaire fondue a refroidi, petit à petit. La gravité de la Lune équivaut environ à 17% de la gravité terrestre. Si tu pesais 90 kg sur ta planète d'origine, sur la Lune, ton poids serait ramené à environ 15 kg. Tu pourrais aussi porter des objets 6 fois plus lourds que ceux que tu pouvais porter sur Terre. Il serait aussi plus simple de marcher sur la surface de la Lune, mais ce serait aussi plus dangereux. Tes pieds, dans un costume d'astronaute lourd, s'enfonceraient de 15 cm dans le sol lunaire. Mais imaginons que tu décides plutôt de flotter dans les airs. Tu perdrais alors le contrôle de tes sauts en un rien de temps. D'ailleurs, la surface de la Lune regorge de cratères profonds. Il serait très difficile de tous les éviter. Il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont découvert une étendue liquide massive d'une substance mystérieuse. Elle était cachée sous la surface de la face obscure de la Lune. Sa masse était la même que celle d'un tas de métal 5 fois plus gros que la grande île de Hawaï. Cet élément énigmatique se trouve à environ 322 km en dessous d'un énorme cratère qui est apparu à la surface lunaire il y a des milliards d'années. La goutte a très certainement quelque chose à voir avec une super collision. Il se peut que ce soit le cœur métallique de l'objet qui a frappé la Lune à cette époque. Les scientifiques ont hâte de mener à bien leur découverte. Cela expliquerait nombre de choses à propos du bassin pôle sud Aitken, le plus gros cratère connu du système solaire.
S'il était sur Terre, ce bassin de forme ovale s'étirerait de Washington DC jusqu'au Texas. Il n'y a pas d'air sur le satellite naturel de la Terre. Mais alors, comment peut-elle rouiller? Les scientifiques ont découvert la présence d'hématite sur la Lune. Et c'est une sorte de rouille. Un instrument spécial de recherche de la NASA a examiné la lumière reflétée sur la surface de la Lune. Il se trouve que la composition des pôles du satellite était très différente du reste. La surface de la Lune compte des millions de cratères, mais quelque chose d'autre a attiré beaucoup d'attention sur elle. Un trou géant rare qui s'est avéré être un tube. Il a été découvert lorsque l'orbiteur lunaire japonais recueillait des données autour du puits de lumière de la Lune, l'entrée du tube. Les chercheurs ont trouvé un motif d'écho spécifique qui suggérait la présence d'une zone creuse. Ils ont découvert d'autres motifs d'écho à quelques endroits près du trou, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir d'autres tubes lunaires dans la zone. Dans ce grand tube, on pourrait placer un terrain de football entier et le tube pourrait l'avaler en entier. Il a une forme irrégulière et fait 130 mètres de diamètre. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir des grottes secrètes, un système de tunnels ou tout un paysage géologique merveilleux sous la surface. Ce pourrait être un bon abri pour les astronautes qui atterrissent sur la Lune, ou même une base pour une colonie lunaire. Personne n'a jamais réussi à rester sur la Lune pendant plus de 3 jours, à cause des conditions qui règnent sur le satellite. Il y a une large gamme de températures, une faible atmosphère et aucun champ magnétique qui protège la surface contre les radiations ou les rayons du Soleil. Les astronautes portent des combinaisons spatiales qui ne peuvent pas les protéger pendant de longues périodes, mais un tube de lave le pourrait. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se couvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un toit sur cette même lave. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut se vider, ce qui donne un tube vide. Notre planète a aussi des tubes de lave, mais ils ne sont pas aussi grands que celui que l'on trouve sur la Lune. Il existe un type d'arbre spécial appelé arbre lunaire. Il est cultivé à partir de graines qui ont été emmenées dans l'espace pendant l'une des missions et qui sont ensuite revenues sur Terre. Tu peux trouver ce type d'arbre aux États-Unis. La Terre est 27% plus grosse que la Lune et beaucoup plus massive. Notre gravité est aussi plus forte. Si tu laisses tomber une pierre sur la Terre, elle tombera plus vite. 68 kg sur la Terre ne représentent que 11 kg sur la Lune. La Terre a de nombreux satellites qui tournent autour d'elle, mais la Lune est son seul satellite naturel. Notre Lune s'est formée lors d'une grande collision entre la Terre et une autre planète de la taille de Mars. Cela s'est produit il y a environ 4,6 milliards d'années, peu après la formation du Soleil et de notre système solaire. Après la collision, un nuage de roches vaporisées s'est mis en orbite autour de notre planète, s'est refroidi et a pris la forme d'un anneau de petits corps solides. Ils se sont ensuite rassemblés et sont devenus la Lune, laissant des cratères en souvenir de cette collision. Si tu te tiens à la surface de la Lune, ton ombre sera plus sombre que sur Terre. C'est parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser la lumière et créer des ombres plus claires. L'une des lunes de Jupiter, Io, possède des centaines de volcans produisant des éruptions assez puissantes, envoyant parfois des panaches à 400 km dans l'atmosphère. Ces éruptions se produisent à cause de la gravité extrêmement forte à laquelle cette lune est exposée. Ses entrailles se contractent et se dilatent pendant les périodes où elles se rapprochent puis s'éloignent de Jupiter, ce qui génère suffisamment d'énergie pour une activité volcanique intense. Outre les planètes, des corps spatiaux plus petits ont parfois des lunes. En 1993, des chercheurs ont découvert un astéroïde de 32 km de large et sa lune de 1,6 km de large. Il faudrait 400 000 lunes pour égaler la luminosité de notre étoile, le Soleil. La Lune reflète la lumière qu'elle reçoit du Soleil, mais elle ne produit pas la sienne. Cette luminosité dépend de l'angle entre la Lune, la Terre et le Soleil. Notre Lune se trouve à environ 32 terres de nous et à 29 terres à son point le plus proche. Lorsque la nuit est sombre et claire, il semble que tu puisses toucher la pleine lune. Mais si tu voulais le faire, tu devrais voyager sur une distance de 400 000 km. Pourtant, il y a de l'eau sur la Lune. Pas des flaques d'eau ou des lacs, mais des grains de glace d'eau qui existent dans les parties ombragées en permanence près des pôles de la Lune. En 2012, les scientifiques ont découvert des panaches de vapeur d'eau en éruption près de son pôle sud, s'élevant jusqu'à 200 km d'altitude. Ces panaches peuvent nous aider à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur d'Europe sans avoir à y atterrir. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un magnifique océan caché à 15 à 25 km sous la surface solide. Cet océan pourrait avoir une profondeur de 65 à 160 km.
Même s'il ne fait que 1/4 du diamètre de la Terre, il contiendrait 2 fois plus d'eau que tous nos océans réunis. Cet océan est un environnement potentiel pour certaines formes de vie. Les scientifiques pensent que toute la croûte de glace flotte sur cet océan. Elle fait probablement une rotation complète autour d'Europe une fois tous les 12 000 ans. Sur l'image prise par le vaisseau spatial Galileo, on peut voir de petites taches marron foncé. Elles font 10 km de large et se sont formées lorsque des matériaux chauds et moins denses sont arrivés à la surface. Ils ont soit poussé la croûte, soit ils l'ont entièrement traversée. La surface d'Europe est constituée de terrains dits chaotiques. Ce sont des zones rugueuses entourées d'une surface plus lisse. Son équateur pourrait être recouvert de pointes de glace appelées pénitentes qui peuvent faire jusqu'à 15 mètres de haut. Nous en avons aussi sur Terre, surtout dans les zones sèches à haute altitude. Mais aucune d'entre elles n'est aussi grande que celle d'Europe. Notre Lune compte plus de 5000 grands cratères d'un diamètre de plus de 25 km. La surface d'Europe manque de cratères d'impact et ne semble pas avoir plus de 50 millions d'années. Cela signifie que la surface d'Europe change et se reforme en permanence. Cette Lune est glacée et est l'un des objets spatiaux solides les plus lisses de notre système solaire. Pour cette raison, elle est 5 fois plus brillante que notre Lune. Europe est soumise à un souffle constant de radiation provenant de Jupiter. Il est tellement fort que nous ne tiendrions même pas une journée là-bas. Europe est 5 fois plus éloignée du centre de notre système solaire que la Terre, ce qui signifie qu'elle ne reçoit presque pas de chaleur du Soleil. Elle peut donc rester gelée, puisque la température moyenne est de moins 160 degrés Celsius à l'équateur et de moins 220 degrés Celsius au pôle. Il y a environ 40 ans, la sonde spatiale Voyager 1 s'est approchée de la lune rocheuse Io et a découvert que c'est une championne volcanique de notre système solaire. Io est la 5e lune la plus proche de Jupiter. Elle a 4,5 milliards d'années, presque le même âge que Jupiter elle-même. Sa taille est similaire à celle de notre Lune et elle a même une densité et une gravité similaires. De nombreuses lunes de notre système solaire sont composées de silicates et de glace d'eau, mais Io est faite de roches de fer et de silicates. Tu pourras voir de magnifiques aurores polaires sur Io. Comme cette lune tourne autour de Jupiter, les aurores changent de luminosité en permanence, mais elles sont toujours là. Io est relativement proche de Jupiter, à près de 420 000 km au-dessus du sommet de ses nuages. Si tu pouvais te tenir sur Io et regarder Jupiter, elle apparaîtrait presque 40 fois plus grosse que notre Lune dans le ciel. Observer les étoiles là-bas serait incroyable. Io a besoin de 42,5 heures pour tourner autour de Jupiter. Notre Lune a besoin de presque un mois. À certains moments, l'effet de marée d'Io peut atteindre jusqu'à 100 mètres. C'est similaire à ce que nous avons sur Terre. La gravité de notre Lune provoque des marées océaniques. Io n'a pas d'océan, mais le sol lui-même bouge. Il monte et descend. Un peu comme un ascenseur qui monte et descend dans un immeuble de 30 étages. La gravité de Jupiter et de ses autres grosses lunes affecte Io. C'est pourquoi les marées du sol solide à sa surface sont plus de 5 fois supérieures aux plus hautes marées océaniques de notre planète. Tout cela rend Io si chaude à l'intérieur que certains de ses matériaux internes fondent, bouillonnent et tentent de s'échapper par tous les moyens possibles. Cela finit par créer un trou dans le sol qui se transforme ensuite en volcan. En termes volcaniques, Io est le corps le plus actif de notre système solaire. Elle en compte plus de 400, dont 150 sont en éruption permanente. Certains d'entre eux projettent leur panache de gaz chaud à 320 km dans l'espace. Il serait difficile de s'y promener car il s'agit essentiellement d'un monde assez intense de plaines inondées de roches liquides, d'énormes coulées de lave, de multiples lacs de lave et de montagnes géantes qui s'effondrent. Ganymède, la plus grande lune connue du système solaire, abrite aussi le plus grand océan d'eau. Elle est 26% plus grande que Mercure en termes de volume, mais elle est moins dense. Cette lune géante possède une épaisse croûte de glace d'eau de 145 km de profondeur. Il pourrait y avoir un énorme océan d'eau liquide en dessous, s'étendant sur 100 km de profondeur, ce qui est environ 10 fois plus profond que le point le plus profond des océans sur Terre. La sonde spatiale Voyager y a aussi détecté des calottes polaires faites de givre d'eau.
Ganymède est composé à moitié de roche et à moitié d'eau, y compris de minuscules quantités de métaux et de glace. Son atmosphère est très fine et ne contient pas d'oxygène. Son océan ne contient très probablement pas de vie. La Terre est un excellent exemple de la façon dont certains microbes et créatures peuvent survivre en profondeur sans la lumière du Soleil. Les gens, y compris les scientifiques, s'obstinent à l'appeler la Lune, suivant ainsi la dénomination de l'Union astronomique internationale. C'est une lune de la Terre, en orbite autour de celle-ci, qui montre ses différentes phases tout au long du mois lunaire ou lunaison, laquelle correspond à l'intervalle entre deux nouvelles lunes consécutives. Le jour de la semaine préféré des amoureux de la Lune est bien sûr le lundi, ou jour de la Lune. Il vient juste après le jour du Soleil, alias Sunday en anglais. Mais revenons à la science. C'est ainsi que nos manuels scolaires décrivent les phases de la Lune, et c'est ce que les gens croient aujourd'hui. Tu remarqueras que la Terre constitue le centre de gravité de la Lune et que celle-ci tourne autour de la Terre en suivant une trajectoire circulaire. C'est la vision géocentrique de la Lune. C'est ce que nous voyons depuis la Terre. La Lune se lève, la Lune se couche, la Lune se lève à nouveau, la Lune tourne autour de la Terre. Mais ce n'est pas ce qui se passe à l'échelle de l'espace. Il est grand temps de coperniciser la Lune. Nous devons commencer à voir la Lune d'un point de vue héliocentrique, comme nous le faisons pour tout le reste du système solaire. Tout d'abord, la vision géocentrique des phases de la Lune nous montre une Terre immobile, placée au centre de la trajectoire de la Lune pendant tout un mois lunaire. Mais la Terre n'est pas du tout immobile. Nous tournons autour du Soleil à une vitesse très élevée, entre 106 000 et 109 000 km/h. Par conséquent, toute image de la Lune tournant autour d'une Terre immobile est trompeuse, et même carrément fausse. La vue héliocentrique de la Terre et de la Lune se déplaçant ensemble dans l'espace devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Tu remarques maintenant que la Lune ne tourne pas autour de la Terre. Elle se déplace en même temps qu'elle, autour du Soleil. La trajectoire de la Lune autour du Soleil est une trajectoire sinusoïdale d'avant en arrière. D'avant en arrière sur la trajectoire de la Terre qui avance toujours. Tu remarques aussi que la Lune va toujours elle aussi en avant. Elle ne retourne jamais en arrière, ni vers le Soleil ni vers la Terre. En se déplaçant toujours vers l'avant et en étant sinusoïdale, la trajectoire de la Lune ne peut pas être qualifiée d'orbite, dans le même sens que les autres lunes du système solaire, qui orbitent autour de leur planète selon des trajectoires elliptiques. Il est donc faux de dire la Lune est en orbite autour de la Terre. La Lune orbite autour du Soleil en même temps que la Terre, ou la Lune et la Terre orbitent toutes deux autour du Soleil, sont des déclarations que Copernic et Galilée auraient approuvées. Mais la science d'aujourd'hui a du mal à accepter une vision héliocentrique de la Lune. Peut-être y aurait-il trop de livres à réimprimer. Peut-être que trop de professeurs d'astronomie devraient admettre qu'ils se sont trompés pendant toute leur carrière. Par conséquent, des objections sont avancées pour empêcher que la vision héliocentrique révolutionnaire de la Lune soit universellement acceptée. L'une de ces objections est que la Lune ne quitte jamais le puits gravitationnel de la Terre, et qu'elle devrait donc être considérée à juste titre comme une lune de la Terre, un satellite orbital pour utiliser le terme astronomique. Indubitablement, la Lune ne quitte jamais le puits gravitationnel de la Terre. Sinon, nous la perdrions pour toujours. Cependant, les représentations de ce fait bien connu et certain montrent toujours la Lune se déplaçant autour de la Terre, à l'intérieur de notre puits de gravité. Et ce n'est pas vrai. La Lune ne revient jamais vers la Terre comme elle devrait le faire si elle se trouvait sur une orbite elliptique. Ainsi, l'objection du puits gravitationnel peut être rejetée, parce que les astronomes qui proposent comme preuve orbitale que la Lune reste toujours en son sein omettent d'inclure le fait du mouvement sinusoïdal continu de la Lune vers l'avant. La vitesse d'échappement de la Lune pour quitter le puits gravitationnel de la Terre serait d'environ 4320 km/h. Par rapport à la Terre, la Lune se déplace actuellement à environ 3600 km/h. Quel type d'impact faudrait-il pour que la Lune atteigne les 720 km/h supplémentaires nécessaires à sa sortie du puits gravitationnel de la Terre ?